remercie déjà d'être là, effectivement, à un horaire pas facile, d'autant que je l'ai avancé, comme d'habitude, au dernier moment. Parce qu'on a un débat important ce soir, c'est sur la 3 si vous voulez savoir, en direct sur la question justement européenne, la nouvelle Commission européenne, l'accord entre l'UMP et le PS finalement pour désigner le même candidat, après tout le cinéma qu'ils nous ont fait pendant la campagne, nous ont croire qu'ils défendaient chacun un candidat différent. Souvenez-vous, c'était Juncker contre Schulz. Finalement, ce sera Juncker à la Commission européenne et Schulz au Parlement européen, et les deux UMP et PS voteront pour Juncker à la Commission et Schulz au Parlement. Donc on voit bien que nous avions raison, c'était une escroquerie de campagne, une de plus, et ils se sont mis d'accord, évidemment, derrière les mêmes technocrates européistes bruxellois qui sont parfaitement interchangeables et qui se retrouveront une nouvelle fois aux manettes alors qu'ils sont déjà dans le système depuis 15 ou 20 ans, aussi bien pour M. Juncker que M. Schulz. Donc on va débattre de tout ça. Et je crois que je serai encore une fois le seul à avoir une opinion un petit peu dissidente, dissonante dans le concert gauche-droite qui sera face à moi. Et j'ajoute l'animateur télévision qui, à mon avis, sera, comme d'habitude, dans le même lot. Bon, enfin, on verra tout ça ce soir. Donc je vous remercie infiniment d'être là. Je suis encore plus heureux et je tenais particulièrement à cette réunion. On n'a même pas fait de conférence de presse parce que je voulais vous voir, vous les adhérents, vous les militants, vous les sympathisants, vous qui avez contribué à cette campagne ou qui avez en tout cas participé au succès du mouvement depuis ces derniers mois, ces dernières années, voire plus longtemps pour certaines et certains. Je tenais à vous remercier très très sincèrement parce que vous étiez dans la grande circonscription Est où notre liste a eu un très beau succès, plus de 29%, près de 29% des voix, et nous avons envoyé 4 eurodéputés patriotes du Front National grâce à cette région à Strasbourg et à Bruxelles. Et c'est vrai que dans la campagne, j'avais programmé plusieurs déplacements en Alsace. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont dû subir, les organisateurs, Fabien, etc., qui ont dû subir, Pascal qui n'est pas là, mais qui ont dû s'adapter au dernier moment. Et nous avons subi un concours de mauvaises circonstances, voilà, un concours de circonstances qui a fait qu'à chaque fois, eh bien, ce déplacement, contrairement aux autres régions où j'ai pu aller sans problème, a été reporté, annulé ou annulé finalement, et je n'ai pas pu venir en Alsace pendant la campagne, ce qui avait été une grande frustration. Donc je me suis dit, dès que j'ai un petit peu de temps, juste après l'élection, je viens vous voir, et on fera même ça sans la presse, peu importe, et je l'ai fait, donc je suis très heureux d'être ici, et je vous remercie très très chaleureusement, très sincèrement d'être là, et je vous remercie encore plus pour la campagne. Je crois qu'on peut tous être fiers de nous. Ce score, il est parfaitement historique. Ce score, on s'attendait, on voulait en tout cas être en tête, vous le savez, mais avec un tel score et avec une telle avance sur le deuxième, c'est-à-dire l'UMP, très honnêtement, je crois que personne ne s'y attendait. Et on est particulièrement heureux du score que nous avons fait dans le Grand Est, qui est très très élevé comme vous le savez, et même en Alsace qui était devenu une terre peut-être un peu moins facile ces dernières années, pour des raisons sociologiques. Bon, eh bien je crois que nous avons fait 27,5% des voix, ce qui est tout à fait remarquable. Alors ça n'est pas un aboutissement ces élections européennes évidemment. C'est en soi un très beau succès parce que ça nous permet d'envoyer beaucoup de députés patriotes au Parlement européen. Nous sommes les plus nombreux dans la délégation française. Nous sommes d'ailleurs le 3e parti le plus représenté même au niveau européen. Mais ça n'est qu'une continuité et même un commencement pour la suite. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas avec des élections européennes. Ce qu'il faut maintenant, c'est évidemment capitaliser sur ce succès, capitaliser sur les messages politiques qu'on a fait passer auprès de nos compatriotes et qu'il faut continuer demain d'entretenir et même de dynamiser pour, comme le disait Laurent, réussir toutes les élections qui viennent. Nous aurons les régionales, alors je suis incapable de vous dire quelle région, c'est d'ailleurs tout à fait extraordinaire, Alsace-Lorraine, bon, tout cela est assez fabuleux, voir qu'à peu près un peu plus d'un an avant une élection, on ne sait même pas quelle sera la circonscription de cette élection, quel sera le devenir de nos départements, de nos régions. Bon, ça en dit long aussi sur la déliquescence de l'État, parce que ne pas savoir comment s'organisera notre pays dans moins d'un an et pour qui on votera, je trouve ça assez inquiétant et pas très respectueux des principes démocratiques. Mais bon, ça fait partie du pouvoir en place, de la déliquescence du pouvoir en place, et ça ne nous étonne pas de l'équipe Hollande-Valls, qui a l'habitude d'être dans l'improvisation la plus totale en permanence sur tous les sujets et qui agit généralement en fonction de tout petits intérêts politiciens avant de penser à l'intérêt supérieur de notre pays, à l'intérêt national. Ça, je crois que c'est une évidence et que vous l'avez tous compris
En face, c'est pas mieux. Hein. On se souvient tous des petits tripatouillages sur les modes de scrutin faits par l'UMP. On change un an avant le mode de scrutin pour les régionales, on a changé pour les européennes. Et à chaque fois, évidemment, le seul objectif, c'est d'essayer de maintenir le plus possible son propre parti en place et au passage, d'essayer de faire le plus de mal possible au Front National. Systématiquement, c'est l'objectif. Mais je crois que ça marche de moins en moins puisque nous avons franchi un palier de voix qui nous permet maintenant de passer outre toutes ces petites magouilles politiciennes électorales. Alors oui, il y a des élections, et les départementales, les régionales, et puis évidemment ce qui viendra très vite, ce qui est très important, c'est le grand rendez-vous de 2017, alors, présidentielle, législative, 2017 ou avant. Moi, je ne sais pas comment on va tenir encore 3 ans comme ça. Voilà. Bon, donc je vous dis très sincèrement, alors législative, je l'espère bien avant, puisque nous demandons une dissolution de l'Assemblée nationale, et je crois qu'il n'y a pas d'autre solution institutionnelle, politique, que cette dissolution, parce que je ne vois pas très bien ce que peut faire aujourd'hui François Hollande, quelle légitimité, quelle assise populaire il a pour faire des réformes et pour faire avancer le pays. Vous remarquez, il vaut peut-être mieux pas qu'il agisse, parce que j'ai le sentiment que quand il agit, il fait plutôt reculer la France. Donc, bon, la législative, nous verrons bien. La présidentielle même, est-ce que ce sera vraiment en 2017? Là aussi, c'est très hypothétique. Bon, en tout cas, partons sur le calendrier qui a été annoncé, le calendrier normal, c'est 2017, et c'est évidemment le grand rendez-vous. Nous avons tous ici l'ambition d'amener Marine Le Pen à l'Élysée. Nous avons tous ici l'ambition de prendre les rênes du pays en 2017, parce qu'il le faut, parce que ça devient absolument urgent. Quand on voit l'état de dégradation de notre pays dans tous les domaines, il n'y a pas un domaine qui échappe à cette déliquescence. Je disais avant lente, j'ai envie de dire maintenant elle est rapide. Elle est plus si lente que ça. On voit quasiment chaque semaine la situation se dégrader. Alors c'est vrai pour l'économique et pour le social. Je crois que ce soir, dans les 2 minutes qui viennent, je crois d'ailleurs, sort le nouveau chiffre du chômage. On nous a déjà dit ce matin qu'il serait mauvais. Bon. On attend donc le retournement. Hein, vous savez, le retournement de décembre dernier. Hein, en fait, c'était... Bon, tout cela, c'était évidemment aussi une grande escroquerie. Et le gouvernement, d'ailleurs, a annoncé ce matin, pour la première fois, qu'il renoncerait à commenter les chiffres du chômage. C'est extraordinaire. Je crois que la prochaine étape, c'est qu'il renoncera à nous donner des chiffres du chômage. Déjà qu'il nous donne des chiffres extrêmement partiels, puisque si on comptait l'ensemble des chômeurs, toutes catégories confondues, c'est largement plus de 5 millions. Alors on me donne la catégorie A où c'est 3 300 000, déjà c'est énorme, mais en réalité tous les chômeurs c'est beaucoup plus que ça. Alors c'est déliquescence économique, déliquescence sociale, déliquescence du point de vue de l'immigration qui ne cesse d'augmenter, l'asile, nous sommes devenus le 2e pays au monde à accueillir le plus de demandeurs d'asile, sachant que 80% restent en tant que clandestins. C'est aujourd'hui la première filière d'immigration clandestine. C'est la question des Roms dont on ne parle plus dans l'actualité, quasiment plus, alors qu'elle continue et qu'elle s'accélère puisque la Roumanie et la Bulgarie sont membres à part entière maintenant de l'Union européenne. C'est la question évidemment de la remise en cause de notre identité, la remise en cause de nos valeurs, la remise en cause de ce qui fait aussi la France. C'est la remise en cause de notre politique étrangère, où nous sommes maintenant totalement alignés sur la voie de Washington systématiquement. C'est la remise en cause de notre armée, notre défense nationale, avec les livres blancs sous Sarkozy 2008, puis sous Hollande 2013, où on a réduit considérablement le format de notre armée, faisant passer le budget de la défense nationale à moins de 1,5% du PIB, ce qui est beaucoup trop peu. Ce qui est même dangereux pour notre propre sécurité nationale, et ce qui met, vous le savez, l'état de nos troupes, l'état dans une situation morale extrêmement compliquée, matérielle et morale extrêmement compliquée. Alors oui, sur tous les domaines, et on pourrait multiplier les exemples, je n'ai pas parlé de l'école, on pourrait parler de l'école, vous avez vu maintenant que il y a des pétitions parce que l'épreuve de mathématiques est trop difficile, et donc on va noter sur 24 les élèves. On veut supprimer les notes à l'école, c'est vrai que c'est plus simple. Quand la température monte, il vaut mieux casser le thermomètre. Hein. Mais je crois que ce n'est pas un service qu'on rend aux élèves que de les maintenir dans une espèce de monde illusoire, sans classement, sans notes, comme ça jusqu'à 17 ou 18 ans, parce qu'ils finiront bien par se retrouver dans la vraie vie, un jour ou l'autre. Et dans la vraie vie, oui, il y a des classements, oui, il y a de la sélection, oui, il y a des notes, oui, il y a tout ce qui fait, dans la vie professionnelle notamment, qu'on est jugé les uns par rapport aux autres, et c'est comme ça. Et le meilleur moyen d'encourager quelqu'un qui est un mauvais élève, c'est de lui faire savoir qu'il y a un problème par la note, pour qu'il ait une chance de s'en sortir.
Et il y en a qui s'en sortent. Voilà. Et je crois que c'est même assez irrespectueux vis-à-vis de ceux qui peut-être arrivent en début de collège en ayant une très mauvaise note, en se disant écoutez, il vaut mieux leur cacher la vérité parce qu'ils s'en sortiront pas. Maintenant, ils peuvent s'en sortir. S'ils travaillent, s'ils ont derrière eux notamment des parents qui les font travailler, s'ils prennent conscience de l'enjeu, eh bien je suis absolument persuadé que chacun peut s'en sortir. Mais ça suppose de remettre au centre certaines valeurs qui ont été perdues, le mérite, l'effort, la discipline, le travail, tout ce que nous défendons, une vision de l'école fondée sur les enseignements, les méthodes classiques d'enseignement, fondée sur la discipline, où on se lève quand le maître entre en classe, etc., où le maître se respecte lui-même aussi. Il arrive habillé dans une tenue convenable à l'école, où il a un statut considéré, etc., etc. Je crois que voilà aussi un sujet qui mérite d'être abordé. Alors, là, puisque nous sommes sur les européennes, nous allons nous battre, oui, au Parlement européen. Alors, je coupe court tout de suite à ce sujet, groupe ou pas groupe. On ne va pas parler du groupe pendant 6 mois. Alors, qu'il y a un groupe ou qu'il n'y ait pas de groupe, j'espère qu'il y en aura un, mais on ne fera pas un groupe à n'importe quel prix. Je crois que Marine Le Pen a eu bien raison de le dire et de le redire. Pas question de s'allier à n'importe qui pour le plaisir de faire un groupe et d'avoir quelques moyens supplémentaires. On a des convictions, on a des valeurs, on a des idées, on ne fait pas n'importe quoi. Et Marine Le Pen, je crois, a eu raison d'attendre un petit peu. Alors, qu'il y ait un groupe, je l'espère, ou qu'il n'y ait pas de groupe, tant pis. De toute façon, nous serons extrêmement nombreux, beaucoup plus nombreux que dans la mandature précédente. Nous n'avions déjà pas de groupe, on n'en est pas mort. Et nous défendrons, nous nous battrons contre tous les projets européens qui arrivent et qui sont souvent à la racine du mal que je viens de décrire. Par exemple, nous nous battrons contre le traité transatlantique qui arrive. Ce traité, il faut le savoir, on en parle beaucoup trop peu en France, on en a parlé un petit peu simplement pendant la campagne des européennes, c'est non seulement l'ouverture totale des frontières industrielles, agricoles, agroalimentaires avec les États-Unis, et nous n'aurons pas la capacité de résister, mais c'est même pire que ça. C'est la mise aux normes américaines. C'est un mode de société, c'est un modèle de société qui est complètement percuté par ce traité. Eh bien, l'UMP et le PS voteront pour, nous ferons tout pour non seulement en votant contre là-bas, mais aussi en faisant vivre le débat ici, pour que ce traité, cet infâme traité, ne passe pas. Et puis on se battra au Parlement européen contre les élargissements qui viennent de l'Union européenne. Il faut savoir qu'il y a des élargissements qui sont programmés vers l'Albanie, vers la Macédoine, vers le Kosovo, il y a l'État du Kosovo, vers donc les Balkans, mais aussi vers la Turquie. Et je dois rappeler que le candidat à la présidence de la Commission européenne sur lequel se sont accordés l'UMP, le PS et leurs équivalents européens, c'est-à-dire le PPE et le PSE, eh bien, M. Juncker a déclaré en avril dernier qu'il était favorable à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et c'était le candidat de l'UMP. Vous voyez aussi le niveau du mensonge et de l'escroquerie de ce parti. Alors oui, on se battra sur ces sujets-là, on se battra contre les transferts de souveraineté nationale, parce que nous aurons la capacité de nous relever quand nous maîtriserons notre destin. Aujourd'hui, on est dans une pièce de théâtre. La politique française est devenue une pièce de théâtre très médiocre d'ailleurs, avec de médiocres acteurs. Mais ces gens-là, qui font semblant de se déchirer le mercredi à la télévision, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, non, au Sénat ils dorment plutôt, mais en tout cas à l'Assemblée nationale, eh bien, ces gens-là qui font semblant de se déchirer devant les caméras de télévision ou dans les débats, etc., votent strictement la même chose systématiquement à Bruxelles et à Strasbourg. Et nous serons maintenant plus nombreux pour le dire et le faire savoir aux Français. Dans 97% des cas, ils votent ensemble les directives européennes. Ils votent tous les traités européens. Voilà. Alors évidemment, nous devons récupérer notre liberté de peuple. La plupart des peuples dans le monde sont des peuples libres. Il n'y a qu'en Europe où il y a une espèce de zone comme ça, sans monnaie, sans frontières économiques, migratoires, sans souveraineté, sans capacité d'intervenir. Alstom, qu'est-ce qu'on a été enfumé sur Alstom? L'intervention de M. Montebourg s'est réduite à accepter et valider le plan américain de General Electric, c'est tout. Monsieur le représentant de General Electric était arrivé avec un plan, il devait récupérer 70% d'Alstom, c'est-à-dire l'activité énergie, et au final, c'est exactement ce qu'il a eu. Alstom a été dépecé, alors qu'Alstom a été construit par des générations de Français, de travailleurs, d'ouvriers, d'ingénieurs français. Voilà ce qu'on en a fait, et on nous a fait croire qu'il avait sauvé Alstom parce que l'État prenait 20% du capital. La belle affaire. Et d'ailleurs, pour combien de temps? Parce que la Commission européenne, la dernière fois que l'État avait pris 20% du capital, c'était en 2003, l'avait autorisé pour 3 ans seulement. Et au bout de 3 ans, on avait été obligé de vendre les parts, et c'est exactement ce qui se passera cette fois-ci également.
Voilà, sur tous ces sujets-là, nous serons des vigiles, nous serons des acteurs, et nous serons ceux qui mettront les débats au centre, grâce à vous, grâce à votre action militante, grâce à votre action de terrain, parce que vous savez qu'un parti, ça n'est pas simplement des élus et des débats à la télévision ou des interviews à la télévision. Un parti puissant, un parti de masse, face à des partis à la ramasse, UMP et PS, bien un parti de masse comme nous le sommes et comme nous sommes en train de le devenir, c'est un parti de militants. C'est un parti sur le terrain, c'est un parti qui non seulement présente des candidats, mais qui, même en dehors des périodes électorales, est là. Et ça, c'est vous qui pouvez faire vivre cela dans nos fédérations, dans nos arrondissements, dans nos villes, dans nos communes. En permanence, il faut se rappeler au bon souvenir des électeurs en disant, eh bien, il y a une autre voie, il y a une alternative, il y a une possibilité de redressement national, et nous l'incarnons face aux partis du renoncement que sont l'UMP, Parti Socialiste et tous leurs satellites, qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui, parce que ce sont les partis qui sont au pouvoir depuis 30 ou 40 ans, ensemble, simultanément, ou en se partageant le pouvoir, comme vous le savez. Alors oui, on se battra sur ces sujets-là, on se battra sur le service public, on se battra contre Schengen. Marine Le Pen était venue, pour la campagne européenne, symboliquement mettre le traité de Schengen à la corbeille, en allant à Schengen, à l'endroit même sur une péniche où il avait été signé en 1985. Voilà. Et bien, ce geste fort de la campagne, il doit être suivi d'actes concrets, et nous considérons que la France n'est pas un pays plus bête que les autres, que la France a la capacité de maîtriser ses frontières. Je ne vois pas pourquoi les autres pays seraient capables de le faire, et la France, qui est un vieux pays, une des plus vieilles nations du monde, si ce n'est la plus vieille, ne serait pas capable de maîtriser ses frontières, comme elle ne serait pas capable d'avoir sa propre monnaie nationale, comme elle ne serait pas capable d'avoir sa propre souveraineté, comme elle ne serait pas capable d'être fière de ses couleurs. Voilà. Ce soir, l'Algérie joue. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, mais je crois que ça fait mal au cœur à beaucoup de Français de voir que dans notre propre pays, ça n'est pas vraiment le drapeau bleu-blanc-rouge qu'on voit le plus. Mais tout avait été dit le soir de l'élection de François Hollande, où on avait vu, souvenez-vous, très peu de drapeaux tricolores et beaucoup d'autres drapeaux. Voilà. Ça aussi, c'est un drame. Et c'est un drame de l'immigration, de l'assimilation, du communautarisme, qui en dit long sur le manque, sur l'état de faiblesse de la société française, qui a vraiment besoin d'arrêter avec tout cela. Alors, nous nous battrons sur cela, et nous croyons en la France. Et si vous êtes là, c'est que vous croyez en la France. Si vous êtes là, c'est que vous savez que la France a la capacité de se redresser, que déjà dans son histoire, elle a connu des périodes extrêmement difficiles, elle est tombée très bas, mais elle a son propre génie, elle a son peuple, elle a une nation forte, elle a une jeunesse aussi, on le voit maintenant. Nous avons fait 25% au niveau national, mais chez les jeunes, nous avons fait plus de 30%. Et ça, c'est quand même aussi un motif d'espérance immense pour l'ensemble des patriotes que nous sommes, parce que nous savons qu'il y a une génération qui, elle, ne se laissera plus enfumer, embobiner par tout un système qui œuvre en permanence contre la France et contre ses intérêts, et contre les intérêts du peuple français. Alors oui, c'est sur cette jeunesse qu'on va miser, c'est sur tout le monde qu'on va miser, pas simplement sur la jeunesse, mais c'est vrai que sur la jeunesse, parce qu'elle incarne l'avenir de la nation, et je crois que c'est particulièrement important. Voilà, merci encore. Je suis désolé d'être un peu bref, mais je voudrais passer aussi, rester encore quelques minutes pour discuter avec vous de manière un peu plus rapprochée. Et puis, je vous souhaite une excellente continuité militante dans cette terre d'Alsace. Nous avons beaucoup de choses à faire, on va les faire. Merci beaucoup.